Donc sans plus attendre, je vais passer la parole à Bernard Clément, alors, qui, dans son diaporama, présente un certain nombre de sigles. Donc je te demanderai alors peut-être de les décliner, puisque certains sont connus, d'autres le sont moins. Donc ton intervention va aussi montrer un petit peu la fragilité et le côté volontariat de l'implication des scientifiques dans le monde de l'observation. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je voudrais dire en préambule ici, j'ai été sollicité par le GIP Bretagne Environnement et notamment par Ronan, son directeur, et qui a d'ailleurs très gentiment mis en forme le PPT que vous allez voir. Donc il va faire en sorte qu'il va être sans doute un peu moins aride que ce que je vais vous raconter. Et je l'en remercie. Alors, quel appui scientifique pour les observateurs locaux ? Je ne sais pas si je suis mieux placé pour répondre à cette question, puisque après tout, je suis moi-même scientifique, donc partie prenante de ce statut. Bon, on va voir, hein, puis la discussion après va permettre d'élargir le débat, je suppose. Ensuite, je ne suis qu'un élément, je ne suis pas représentant du monde scientifique, qui est un monde très diversifié, comme une société. Et je ne vais intervenir ici qu'à travers une expérience personnelle dans le domaine de la biologie et de l'écologie. Alors, d'abord, il y a une diapo qui... Je ne sais pas, il y a des diapos qui sautent. J'en avais une autre entre les deux, là. Bon. Je suis je suis en retraite, donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes au sein des UFR Sciences de la vie et de l'environnement. Ben voilà. Donc, ouais. Il faut appuyer. Ah, c'est sur ces deux-là, d'accord. Bon, c'est un problème technique, effectivement. Donc, je suis enseignant-chercheur honoraire maintenant à l'Université de Rennes, dans l'UFR des sciences. UFR, ça veut dire Unité de formation et de recherche, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant, ce qui est parfois appelé encore chez nous les facultés. Et puis aussi au sein de l'OSUR, qui est une faculté récente, qui est l'Observatoire des sciences de l'univers. Et plus particulièrement, je travaille au sein de l'équipe de recherche, unité mixte de recherche du CNRS, EcoBio. Et je suis rentré dans cette équipe qui n'avait pas ce nom à l'origine, mais en 1973, donc vous voyez à peu près presque 40 ans au sein de cette équipe que j'ai vu évoluer, de même que j'ai pu évoluer au sein de celle-ci également. Alors, un rappel peut-être, je pense que ça, tout le monde connaît ça, mais un rappel. Qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique ? En fait, il y a deux grands types de démarches qui ne s'opposent pas forcément, mais qui en fait ne sont pas tout à fait du même domaine. La démarche holistique, qu'on appelle aussi démarche globale, qui est une observation de la nature et de l'environnement à travers donc des approches empiriques, des approches comparatives. Donc ça, en général, c'est ce que tout le monde pratique peut pratiquer de manière assez simple, sans forcément toujours trop de moyens, et c'est en général comme ça que j'ai démarré d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a la démarche qu'on qualifie de réductionniste, qui est une approche plus expérimentale, et donc une démarche effectivement plus comparative, alors que l'autre est plus corrélative. L'ensemble de ces démarches, de toute façon, en domaine scientifique, doivent aboutir à des généralisations qu'on appelle la modélisation, ou à travers aussi des outils de simulation. Alors cette modélisation, il y a bien sûr, on pense tout de suite à un modèle mathématique ou modèle numérique, mais la simple reconnaissance ou identification et typification d'une espèce est un modèle en soi. Une espèce, végétale ou animale, ça n'a pas d'existence en propre, ça n'a d'existence qu'à travers les individus qui la représentent. Et donc quand on fait une typification d'espèces ou d'habitat, ou d'associations végétales ou autres, on fait une démarche de modélisation. Donc ça, c'est pas du mathématique, mais néanmoins, c'est de la vraie science et c'est de la modélisation. Donc l'espèce, en fait, très peu d'entre vous, moi jamais, mais très peu d'entre vous, sans doute, ont pu rencontrer une espèce au cours de leur vie. Puisque c'est un modèle, c'est un concept. Par contre, rencontrer des individus d'une espèce, ça, tout le monde a pu le faire. Moi-même, je suis sans doute un représentant de l'espèce Homo sapiens. Comme probablement la plupart d'entre nous, réunis dans cette salle.
jusqu'à preuve du contraire. Parce que c'est ça aussi la science, c'est qu'on a toujours raison quand on fait un modèle, tant qu'il n'a pas démontré que ce modèle n'était pas valide. Ou était invalide. Alors, les thèmes de recherche sur lesquels j'ai travaillé et qui vont structurer en fait mon expérience, c'est d'une part la structure et la dynamique des communautés et des populations végétales. Donc ça, c'est la démarche, je dirais, que j'ai employée. Et puis aussi le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes, donc globalement ce qui définit un écologue. Et les types de milieux, d'habitats, d'écosystèmes sur lesquels j'ai travaillé ont été originellement les landes bretonnes, non armoricaines, et les tourbières, et puis, à partir des années 90, étendue aux zones humides. Donc cette démarche de connaissance, de modélisation, de structuration et de fonctionnement de ces écosystèmes a permis donc d'acquérir un certain nombre d'éléments je dirais, de maturation et qui m'a permis effectivement d'avoir une action de collaboration. Comment se fait l'évaluation ? Notre évaluation personnelle, puisque effectivement en tant que chercheur on est évalué, c'est normal, on est payé sur les deniers de l'État, et donc on n'est pas strictement libre, on doit rendre des comptes effectivement par rapport à l'investissement que fait la République ou l'État en ce sens. Mais aussi, on n'est pas évalué seul, on est évalué au sein d'une équipe. Donc ceci pour dire que cette collaboration au sein d'équipes de recherche ou entre équipes de recherche labellisées est un élément de l'évaluation à la fois du chercheur et de ses équipes. On a aussi des partenariats à travers des contrats de recherche, nationaux, européens, comme par exemple les projets intégrés, j'y reviendrai tout à l'heure, des programmes cadres de recherche de l'Union européenne. Et puis, l'évaluation, je dirais, la plus courante, la plus facile aussi, c'est celle qui est faite à travers les publications scientifiques du chercheur, en termes de nombre et de qualité, et notamment les publications dans les revues internationales, qui maintenant sont systématiquement en anglaise, et on évalue la qualité en fait de nos publications, non pas tant par notre qualité propre, mais par rapport à un référentiel des revues dans lesquelles on publie. Et notamment ce référentiel est indiqué ici par la lettre IF, c'est-à-dire le facteur d'impact, impact factor, facile à traduire en anglais, facteur d'impact, qui est mesuré au sein d'une structure internationale qui s'appelle l'ISI, International Science Index, qui a pour objet donc de qualifier la valeur des revues scientifiques. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça, mais je vais y revenir un peu plus tard. Et puis, bien sûr, ça c'est l'activité principale. L'autre activité, autre que celle d'enseignant pour laquelle j'étais aussi à mi-temps, c'est l'activité que l'on peut développer en dehors de ces deux autres grandes activités, et qui dépendent effectivement d'un certain nombre de choses, de la culture, des choix professionnels et des choix citoyens. On peut globalement considérer que cette autre activité fait partie de ce qu'on appelle le transfert recherche-société, c'est-à-dire mettre à disposition vers les citoyens des éléments de connaissance que l'on a acquis ou que l'on a acquis personnellement, mais qu'on a acquis au sein de groupes ou à travers la connaissance scientifique. Et donc c'est là qu'intervient aussi la veille scientifique, pardon. C'est moi qui suis vieux, mais je fais aussi de la veille scientifique. Par quelle voie ? Alors les voies sont multiples. La participation à des conseils scientifiques, Conseil national de protection de la nature, 55 ans d'existence, le conseil comme moi, je suis un peu plus vieux mais je n'ai pas été au départ. Maintenant, plus récemment, les conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel, les parcs naturels régionaux, le schéma régional de cohérence écologique dont va parler sans doute tout à l'heure François, les conservatoires botaniques nationaux, je suis membre de 2 conseils scientifiques. Voilà. Donc c'est une démarche de participation des conseils scientifiques et d'autres que je n'ai pas mentionnées pour pas trop en rajouter. Mais c'est aussi, vous avez vu précédemment, qu'on est évalué sur un système de cotation dans des revues à très haut facteur d'impact qui nous oblige à publier en anglais et dans des revues qui sont quand même confidentielles pour le citoyen lambda. Et je pense pour un grand nombre d'entre vous. Ne serait-ce qu'à travers leur accès, à travers la langue, mais aussi l'accès carrément à la mise à disposition de la publication elle-même. Donc l'effort que j'ai fait, que font d'autres collègues, c'est de publier ces travaux de manière résumée ou plus synthétique, également dans des revues francophones d'ingénierie. J'en cite ici Sciences, Eau et Territoire, qui est une revue d'ingénierie dirigée par l'IRSTEA, ancien CEMAGREF, des sociétés savantes, à travers des associations comme ici le Journal de Botanique, et aussi d'associations
comme par exemple Pénarbet. Donc vous voyez, il y a tout un niveau de catégorisation de revues dans lequel on peut faire passer des messages ou mettre à disposition un certain nombre de connaissances qui nous permettent de faire du transfert recherche vers société. Et puis bien sûr, autre chose, il y a la participation, je dirais, concrète, active, à des réunions de gestionnaires d'espaces, d'espèces, comme dans le cadre des réserves naturelles, des réserves nationales, des réserves naturelles régionales, ou encore des réserves biologiques. Donc un certain nombre d'activités. Alors je disais que ça dépend des choix, des cultures, et de l'investissement que l'on met. On n'est pas tous au même niveau, c'est pour ça que le monde scientifique est un monde très divers, je le répète. Moi j'ai considéré que, étant un fils, petit-fils, arrière-petit-fils de paysans et d'ouvriers agricoles, illettrés, j'ai eu l'opportunité, la chance, de pouvoir, je dirais, sortir de ce monde. Non pas que je renie, mais d'en sortir pour faire autre chose. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que je dois, non pas à ma démarche personnelle, mais que je dois en retour à la société. Celle qui a payé mes études, etc. Donc, c'est peut-être cette part je dirais, de mon histoire personnelle qui explique aussi mon investissement dans cette démarche de transfert vers le monde hors de la recherche. Alors aussi, parmi les chances qu'on a pu avoir, ou les opportunités, et la chance aussi, c'est d'être partenaire, par exemple, de 4 projets intégrés, de 4 programmes cadres de l'Union européenne, qui sont des financements, donc des évaluations là, qui sont faites sur des programmes, et 4 programmes ici qui sont cités, qui concerne donc le fonctionnement, la dynamique et les valeurs des zones humides. Thématique qui a pris, je dirais, son envol effectivement également en France au début des années 90 avec la loi sur l'eau en 1992 et le rapport du préfet Bernard en 1994. Et qu'aujourd'hui, les zones humides sont partie prenante d'un grand nombre de projets, de terrains, de territoires, etc., de protection, de conservation, de remise en valeur, de restauration, etc. Si vous pensez par exemple à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous comprendrez pourquoi. Les productions scientifiques, comme je le rappelais tout à l'heure, sont des productions qui sont quand même, pour la plupart, notamment celles à haut niveau d'impact, sont des productions que je qualifierais de confidentielles, et notamment à l'issue y compris les publications scientifiques, mais éventuellement les ouvrages qu'on est amené à écrire ou à publier. J'en citerai un ici, qui est le résultat de 3 projets intégrés de l'Union européenne cités précédemment, qui est Functional Assessment of Wetlands, qui est une somme de travaux de multiples équipes européennes qui ont travaillé sur ce sujet en collaboration, en multidisciplinarité, voire même en transdisciplinarité parfois, ce qui est plus difficile, et qui ont abouti à la publication de cet ouvrage qui est un système d'aide à la décision pour la gestion des zones humides. Alors évidemment, l'accessibilité à cet ouvrage, même si j'ai assuré avec un collègue sa mise en œuvre informatique, est quelque chose dans lequel il n'est pas facile pour n'importe quel, je dirais, usager, bureau d'études, parce qu'il faut faire un fort investissement en temps, dans un premier temps, pour pouvoir, je dirais, s'accaparer ce document. Alors, se pose la question donc de ces publications et de leur appropriation par les gestionnaires. C'est souvent difficile, ça demande un investissement temporel important. Alors là aussi, une possibilité, c'est de pouvoir au moins faire passer des messages simplifiés, peut-être simplificateurs, mais néanmoins simplifiés, pour faire partager cette connaissance avec les acteurs du territoire, et notamment les bureaux d'études, les gestionnaires d'espaces naturels, dans les SAGE, etc. Et en cours de publication ici, je participe à un ouvrage qui s'appelle Écologie des zones humides, dans lequel un certain nombre de chapitres sont consacrés, je dirais, à une sorte de traduction française de cette démarche dont j'ai parlé auparavant et qui est sans doute peu accessible à la plupart d'entre vous. Aussi procéder à des démonstrations sur le terrain. Bon, moi je suis un homme de terrain, compte tenu de mes origines, je n'ai jamais oublié d'où je venais. Je viens de la terre, de la glaise, voire de la fange même parfois. C'est pour ça que en allant dans les zones humides, on retourne vite à la fange et c'est agréable. Ce n'est pas simplement un système dégradant, c'est un beau stock de carbone, la fange. Donc ça participe de la lutte contre l'effet de serre. Je participe et je vais participer encore à des comités, des cellules en environnement dans différents
éléments, Finistère, là sur le bassin de Vilaine dans 15 jours. Et puis aussi diffuser ces informations dans des formations ouvertes à distance, des campus numériques comme le campus Envam qui s'appelle Environnement et Aménagement et qui est sur la plateforme de l'Université de Rennes, qui sont des modules thématiques qui permettent aux gens de se former en formation continue. Alors quelle est la pertinence des scientifiques pour ces observatoires? C'est toujours difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir sa propre auto-évaluation dans ce domaine. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple ici d'un collègue de l'EPHE de Montpellier qui montre ici qu'effectivement, les scientifiques peuvent apporter dans un certain nombre de domaines une sécurisation, une robustesse dans l'analyse des résultats, et notamment à travers l'outil biostatistique. En effet, il y a une phrase qui apparaît ici, 80% des plans d'échantillonnage sont non robustes. C'est-à-dire que les données issues de ces plans d'échantillonnage ne permettent pas d'avoir une connaissance approfondie et sécurisée des informations que portent ceux qui ont fait ces échantillonnages. Notamment quand il s'agit, la plupart du temps ici, de suivi de population. Je n'allais pas passer sous silence, j'appartiens aussi, je fais partie du conseil scientifique de l'ODEM, l'Observatoire départemental de l'environnement du Morbihan, qui est une association dépendante du conseil général du Morbihan, et qui comprend donc des chargés de mission, donc j'en ai vu un certain nombre, je ne sais pas s'il y en a dans la salle ici, cet après-midi, et puis aussi donc un conseil scientifique duquel je suis membre. Et notamment, ce conseil scientifique a produit un atlas de l'environnement du Morbihan, qui est un ouvrage donc accessible à tous, et notamment accessible puisqu'il est aussi disponible sur les pages web. Je signale néanmoins que depuis le 1er janvier 2014, et M. Lally présent ici nous en reparlera peut-être, cet observatoire a été intégré au sein de 2 directions du Conseil général du Morbihan. Mais le Conseil scientifique de l'environnement du Morbihan se poursuit néanmoins dans cette démarche. Alors à quoi sert le scientifique? Ça peut être aussi un lanceur d'alerte, c'est-à-dire auprès des observatoires, compte tenu de la veille scientifique et de l'engagement, de la connaissance qu'il peut obtenir à travers ses travaux, ses études. Je citerai le cas ici des travaux connexes au remembrement. Alors c'est du passé, me direz-vous, oui c'est du passé, certes, mais n'empêche, moi avec d'autres, on a au moment opportun, mais on n'a pas forcément été entendu, soulever les problèmes que pouvaient poser, non pas les remembrements en eux-mêmes qui étaient nécessaires, c'est-à-dire le regroupement des terres, l'agrandissement des parcelles, mais les travaux connexes et les travaux dépendants, comme par exemple la destruction du bocage, et quand on voit par rapport à la conservation des sols et à la dynamique de l'eau dans les bassins versants, ce que ça peut constituer comme risque, aujourd'hui d'ailleurs, et récemment encore remis en actualité. La rectification des cours d'eau, ça fait partie aussi des opérations de remembrement qui ont eu lieu. Quand un cours d'eau fait des zigues et des agues, c'est pas joli. Et donc il faut pouvoir dominer la situation. Et donc on rectifie celui-ci pour lui donner un cours plus géométrique. Mais évidemment, l'eau s'écoule plus vite. C'est un problème. Et puis aussi, autre opération associée au remembrement, du fait du changement de politique agricole dépendante de ces remembrements, notamment la politique agricole commune, eh bien, on a souvent, notamment dans nos territoires armoricains, pratiqué et envisagé un drainage, on pourrait dire, excessif d'un grand nombre de sols et de parcelles sur nos territoires qui encore vont impacter ensuite la dynamique de l'eau en termes de qualité et aussi en termes de quantité. Donc nous avons, moi et d'autres, à cette époque, participant en tant que PQPN, c'est-à-dire personnes qualifiées pour la protection de la nature dans les commissions de remembrement, militer, je dis bien militer, sur des supports de connaissances pour faire en sorte d'atténuer au maximum ces travaux connexes, souvent, que je pourrais qualifier souvent d'indésirables. Du moins lorsqu'ils sont pratiqués sur de grands territoires. Autre cas plus précis, toujours dans les années 70, ce sont les plantations d'épicéas Sitka en tourbière en Landes, c'est-à-dire qu'à l'époque, ces habitats de Landes et de tourbière n'étaient pas classés en termes d'habitat prioritaire au sens de la directive Habitat de l'Union européenne, qui a été publiée en 1992. Et là, c'est pareil, il a été
sous l'impact qui était je dirais un produit, enfin plutôt une fonction dévolue par l'État de recréer de la forêt à travers des forêts de production et à travers un financement du Fonds forestier national. Ça partait d'un bon principe et c'était un bon principe. Moi j'ai fait une maison de Saturbois aujourd'hui grâce à ce programme, Douglas. Mais par contre, il y a eu une confusion des valeurs là aussi, et je suis intervenu un certain nombre de fois à propos des Landes et des tourbières, c'est que c'était des systèmes très improductifs, et les mesures que j'avais faites sur la productivité et les contraintes qui caractérisent ces habitats font qu'ils sont très improductifs, et que planter des épicéas, même étant une essence relativement peu exigeante, allait conduire à un échec, alors un double échec ici, un échec économique, patent, qui s'est révélé aujourd'hui, et en même temps une dégradation d'habitats et d'intérêts nationaux et communautaires. Donc ce problème de lanceur d'alerte, c'est, je dirais, ça se recoupe sous l'opération. Les écologistes ont tort la plupart souvent, parce qu'ils ont tort d'avoir raison trop tôt. Sur les prospectives, toujours en termes de lanceurs d'alerte, on parle beaucoup de changement climatique. Moi, je parlerais plutôt de changements globaux, parce que seuls les changements climatiques, ce ne sont pas ceux qui vont impacter les écosystèmes, ce sont véritablement les enjeux, les changements globaux, qui intègrent les changements climatiques, et quelles sont les réponses des écosystèmes, des habitats, des espèces à ces changements globaux. Eh bien, grâce au dernier projet européen auquel j'ai participé, Rolling Packs, on a pu montrer qu'il y avait un type d'habitat, un type de milieu qui était extrêmement en péril à l'échelle européenne. C'était les habitats dits oligotrophes, c'est-à-dire les habitats pauvres, et notamment les habitats humides oligotrophes et aquatiques oligotrophes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des habitats qui, en termes de biodiversité par exemple, contiennent environ 30% des espèces protégées sur le plan national, espèces végétales protégées. Mais du point de vue animal, c'est à peu près la même chose. Et que ceux qui sont oligotrophes constituent 90% des 30%. Donc vous voyez que de l'ordre de 70 à 80% des espèces végétales protégées, ou donc en danger de conservation, qui présentent des risques, appartiennent à ce type d'habitat. Et donc la destruction la perte de ce caractère oligotrophe est un risque majeur pour la biodiversité. Et quel est là-dedans les changements globaux ? Eh bien, les changements globaux, justement, ce qu'on a constaté au niveau européen, aussi bien pour les milieux aquatiques, c'est qu'ils tendent à faire disparaître ce caractère oligotrophe. Donc ce sont les milieux les plus sensibles aux changements globaux. Et donc vous voyez bien que leur hypersensibilité les rend vulnérables aux changements globaux, et du coup le risque de disparition d'espèces est patent sur des pas de temps relativement courts. Alors pourquoi sont-ils intéressants aussi ? Parce que ce sont en général les seuls milieux aujourd'hui, aquatiques et humides notamment, qui résistent aux espèces invasives ou envahissantes. J'en ai fait la démonstration par des suivis sur 40 ans qui ont montré qu'ils ont leur capacité à résister aux espèces invasives, alors que les milieux mésotrophes ou eutrophes, donc les milieux globalement, qu'on pourrait dire au sens large, anthropisés, eux, sont tout à fait des milieux d'accueil pour ces espèces invasives. Alors, est-ce qu'on a écouté ? Je dirais que partiellement oui. Je participe dans le cadre du Conseil scientifique régional de la protection de la nature, au CSRPN, Bretagne, de faire en sorte que ce soit, lorsqu'on crée des réserves naturelles régionales sous le label Espace remarquable de Bretagne, eh bien ce soit les milieux oligotrophes qui soient pris en priorité pour être mis en réserve, et je pense que la SCAP devrait aller dans le même sens. Donc voilà ce que je voulais dire sur la pertinence ou non de la prise en compte des scientifiques dans les observatoires. Merci de votre attention. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation. On comprend au moins à travers ton exemple que la présence des milieux scientifiques au sein des observatoires est aussi du fait de la volonté du scientifique de vouloir quitter un petit peu les sphères de publications internationales renommées pour travailler avec les acteurs locaux. Ça démontre une certaine fragilité du système finalement. Alors oui, justement, je pourrais insister un tout petit peu là-dessus, parce qu'effectivement, quel est le devenir ? Moi, je vais disparaître bientôt. Le fait de l'âge, je ne suis pas renouvelable en tant que tel, en tant qu'individu en tout cas.
Est-ce que je suis renouvelable en tant que scientifique avec un parcours, une disponibilité, parce que c'est pas de la compétence que j'ai, c'est essentiellement la disponibilité intellectuelle et physique. Et bien ça va être de plus en plus difficile parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez vu que la démarche holistique, c'est la démarche, je dirais, primitive des sciences, puis on va de temps en temps de plus en plus vers les démarches réductionnistes. Et donc cette démarche réductionniste éloigne le chercheur du terrain, l'éloigne des espaces, des sites, etc. Et du coup, il ne se sent pas tout à fait imprégné par l'espace, par les territoires, comme j'ai pu l'être, par exemple. Donc, et il faut aujourd'hui que la recherche réponde sur des patentes courts. Moi, j'ai fait une publication dans une revue à haute valeur d'impact. C'était un suivi sur 30 ans. Imaginez, on ne va pas mettre un jeune chercheur aujourd'hui pour dire, de toute façon, ouais, je vais publier, mais je serai évalué dans 30 ans. On n'est plus du tout dans cette démarche. Moi, je l'ai été, mais c'était mon choix personnel. Voilà. Donc, c'est effectivement une difficulté, c'est quelle va être chez les jeunes la possibilité de s'investir au même niveau que les anciens, je dirais, dans cette démarche. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, alors, il y a peut-être des jeunes scientifiques parmi nous qui souhaitent répondre sur les quelques décennies de vie de l'Homo sapiens devant chaque jeune scientifique. Est-ce que certains jeunes scientifiques qui seraient dans la salle souhaitent intervenir? Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions sur le sujet? Ne serait-ce qu'en termes de contradiction. Ne serait-ce qu'en termes de contradiction, puisque j'ai le micro. Il n'y a qu'un micro, donc je me déplace. Oui, donc moi je suis jeune scientifique, je viens d'être recruté maître de conférence donc, en écologie. Donc c'est vrai que c'est intéressant, ce temps long, c'est vrai que c'est compliqué de l'avoir. Après, ces observatoires qui se mettent en place justement permettent d'avoir des données sur ce temps long. Donc, ce qui serait idéalement, ce serait d'avoir la donnée disponible pour pouvoir l'exploiter à tout moment. Je pense qu'actuellement on a de plus en plus de données qui sont disponibles et que c'est aux scientifiques aussi de digérer ces données et de la valoriser par des productions scientifiques et faire des retours aussi. Mais je suis pas non plus si pessimiste sur le... voilà, il y a de plus en plus de données quand même, ça c'est une réalité. Donc je pense que, en tout cas moi, je trouve que c'est très stimulant de voir toutes ces données et à voir comment ça va évoluer. Mais je suis plutôt confiant. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? Renan Lucas, directeur du GIP. Merci. Non, je voulais juste savoir, est-ce que c'est typiquement français cette façon de penser la relation au scientifique, le scientifique, ou est-ce que ce que je veux dire, est-ce que dans d'autres pays, le scientifique est beaucoup plus présent sur le terrain, auprès des collectivités, est-ce que ça fait partie, parce que le scientifique ici est essentiellement noté sur ses publications, pas du tout sur son travail, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que dans d'autres pays, c'est pas la règle? Est-ce que ça fonctionne différemment? À mon avis, c'est à peu près la même règle. C'est la tendance lourde actuellement que l'évaluation passe essentiellement à travers la production scientifique, peut-être que je l'exprimais tout à l'heure, et que la partie, du moins dans les sciences, dans le domaine dans lequel on est. Je pense que pour d'autres domaines scientifiques, sciences humaines, géographie ou autres, de fait, ils sont plus proches du territoire, puisqu'ils travaillent en termes d'aménageurs du territoire. Mais dans nos domaines scientifiques, je ne sais pas comment les qualifier, biologie, écologie, sciences de la nature au sens large, de plus en plus, les gens s'éloignent du territoire, comme je l'ai dit, parce que les contraintes d'évaluation des personnes et des équipes dans lesquelles ils sont, parce qu'en général on n'est pas libre dans l'équipe, on est forcément solidaire d'une équipe, font que c'est un peu toujours la même démarche. J'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de collègues étrangers, donc dans les différents programmes cadres, là, avec à peu près au bilan une quarantaine d'équipes d'une vingtaine de pays de l'Union européenne, et on est à peu près tous dans la même démarche, et je dirais même que nous on a suivi des démarches qui étaient déjà en cours dans l'Europe du Nord, et dans les pays anglo-saxons notamment. C'est encore plus prégnant que chez nous. Les Latins ont résisté un peu plus longtemps, mais ça y est, maintenant ils sont dans le mouvement. Alors effectivement, la réponse de Jérôme, s'il est là, c'est presque un contre-exemple aussi, puisque ceux qui vont faire de la démarche réductionniste, des scientifiques réductionnistes, je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle, ou très peu. Mais ça serait bien s'il y en a qui apportent leur point de vue sur leurs modalités, comment ils envisagent leur participation, leur investissement dans le transfert recherche-société.
Y a-t-il des jeunes scientifiques réductionnistes dans la salle? Peut-être pas comme ceci. Une ou deux autres questions peut-être. Ça va? C'est juste pour pouvoir enregistrer. Ah oui. Lionel Picard du Grecia, donc une association qui travaille sur les invertébrés à l'échelle de la Bretagne. Donc je voulais juste dire, sur les scientifiques, il y en a aussi pas mal qui sortent des universités et qui vont travailler dans le secteur, je dirais, privé ou public, et qui sont donc scientifiques et qui sont donc en activité dans des associations, dans des structures comme ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le monde scientifique est aussi en train de se déplacer vers d'autres types de structures. Je vois que nous, au sein de notre équipe, on a des gens qui sont issus des facs de Rennes et qui sont des très bons scientifiques. On a aussi un vice-président, Julien Pétillon, qui est prof à la fac de Rennes. Donc, il y a quand même, moi je suis positif aussi dans le sens où on forme quand même pas mal de scientifiques. Ils ont peut-être pas du travail dans le domaine universitaire, mais ils s'exportent un petit peu dans d'autres types de structures. Voilà, c'est déjà ça. Bonjour, Éric Palvado, directeur du BRGM Bretagne. Moi, j'ai pas trop enfin, il y a des cas où c'est certainement vrai, mais j'ai quand même le sentiment qu'il y a des équipes de recherche où ces deux conceptions, ces deux modes de travail ne s'opposent pas forcément, et au contraire, dans certaines équipes, sont même complémentaires. On a des gens qui sont plus sur le mode corrélatif et d'autres qui vont être peut-être plus au laboratoire ou du moins plus derrière leur console, entre guillemets, et qui vont travailler plus sur les modèles en alimentant aussi leurs approches de ce que leurs collègues peut-être plus proches du terrain peuvent leur apporter, quoi. Tout à fait. Hein. Je pense que l'évolution même de chacun d'entre nous, c'est d'aller du holistique vers le réductionniste, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et les derniers étudiants que j'ai eu en thèse, en doctorat, forcément, je les ai emmenés plus vers le réductionnisme, non pas parce que j'y croyais pas, mais parce que c'était nécessaire pour qu'ils puissent intégrer les instances de recherche universitaire ou autres instituts de recherche, ou aller même, effectivement, comme tu le disais, aussi vers le privé. Donc, je veux dire, c'est quand même une tendance, c'est quand même assez lourde vers cette tendance-là, et on est encore dans une phase de transition où on fait, peut-être il y a encore un peu cette illusion, mais il y aura toujours, et j'espère, quelques individus qui ne se mettront pas strictement dans ce cadre, je dirais, évaluation personnelle stricte et des équipes, puisque nos directeurs d'équipe aussi, moi, ils m'ont jamais encouragé à faire du transfert. Hein. Ils m'ont jamais empêché de le faire, de même que mes présidents d'université ne m'ont jamais empêché d'aller dans tel ou tel conseil scientifique ou autre. J'étais libre de ce point de vue, de le faire ou de ne pas le faire. Et j'ai des collègues qui ne l'ont jamais fait ou qui l'ont pas fait très peu, alors qui travaillaient sur des territoires, sur des sites, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a une part de culture personnelle. Et pour ça, j'ai rappelé peut-être abusivement d'où je venais, mais ça peut être aussi des explications aussi de la démarche. Alors, je ne suis pas qu'un scientifique, hein, je suis aussi un citoyen, je suis aussi... ça fait 40 ans que j'ai dit, par exemple, ce midi, que j'étais adhérent de Bretagne Vivante, par exemple. Donc c'est aussi... Il y a une démarche militante aussi associée à la démarche scientifique. Mais il faut éviter que les deux soient en confusion lorsqu'on intervient, évidemment. Mais effectivement, j'ai oublié de le dire, moi, j'étais représentant des scientifiques, je dirais, du monde institutionnel, public, hein, pour répondre à la personne qui intervenait sur le Grecia. Évidemment, heureusement, il y a dans des grands tas d'organismes publics ou semi-publics ou privés, comme les conservateurs botaniques nationaux que je connais, des scientifiques, des thésards, etc., des doctorants qui ont cette démarche scientifique. Il y avait une question par ici. Bonjour, Grégory Derrien du syndicat mixte de l'Ariétal, du syndicat mixte du Grand Site Gavre-Quiberon. Nous, on mène beaucoup de travaux de suivi. On les appelle pas observatoires, mais on mène des suivis sur la qualité de l'eau, les zones humides, la flore, la faune. Et c'est vrai que sur ces suivis, on manque parfois un peu d'un avis scientifique, et c'est quelque chose qui nous aiderait beaucoup. On l'a un peu à travers des formations ou des journées de ce type, souvent organisées en Bretagne, financées par exemple par la région,
des choses comme ça. Je voulais savoir comment naissaient ces participations, si c'était plutôt les scientifiques qui se rapprochaient des gestionnaires, ou à l'inverse, les gestionnaires qui vont chercher à se rapprocher des scientifiques, et savoir s'il existait des outils, notamment par exemple sur le web, qui permettent de rapprocher gestionnaires collectivités d'un côté et chercheurs de l'autre, de façon à faire part de ces projets et d'essayer de rapprocher les deux mondes. Alors, je pense que les deux démarches que vous évoquez existent, et souvent la première démarche, c'est celle du scientifique qui va vers le gestionnaire ou vers un acteur du territoire. Moi, j'ai été, quand j'ai entrepris mes travaux, j'ai travaillé sur l'écologie des Landes, donc j'ai été dans des territoires où il y avait des Landes, notamment les monts d'Arrée, et donc de fait, venait de se créer il y a quelques années le parc naturel régional d'Armorique, et du coup, on a été vers le parc naturel régional d'Armorique pour avoir, je dirais, un contact sur le territoire et pour présenter ce qu'on faisait, ce qu'on allait faire, ce qu'on avait envie de faire, etc. Éventuellement leur demander d'ailleurs des moyens qu'eux n'avaient pas mais qui pouvaient nous aider à obtenir via des soutiens. Donc ça c'est la première démarche, je pense. Donc effectivement les scientifiques qui vont sur le terrain vont plus, en plus c'est plus leur démarche dans un premier temps d'aller vers le territoire, vers les acteurs du territoire. Après, si vous êtes bien vu, si vous n'êtes pas trop pédant ou autre, ces mêmes gestionnaires parlent entre eux, autour d'eux, d'autres. Et donc après, par contre, ils vous sollicitent aussi en retour. Et c'est bien naturel qu'on participe en retour à la reconnaissance. Alors voilà. Donc je dirais que les deux démarches existent, mais elles ne sont pas temporalisées au même moment. Donc le jeune chercheur va plutôt avoir tendance, s'il veut faire du terrain, à aller vers l'acteur. Et une fois qu'il est connu, il est sollicité, parce qu'une des questions qui a été posée, par exemple, est-ce qu'on est sollicité ? Oui, on est sollicité... je dirais peut-être pas tant par nos compétences, plutôt parce qu'on répond positivement et que l'on apparaît disponible. Après, les compétences, ça c'est autre chose. Là, le jugement de valeur est plus difficile à définir, mais c'est surtout, on recherche à travers nous aussi une disponibilité, une écoute pour pouvoir effectivement gérer, avoir des connaissances autres que celles que l'on a. Alors, pour répondre à la personne de Grécia, quand on est y compris, je suis dans des institutions, dans les conseils scientifiques, comme par exemple le Conservatoire botanique de Brest, il y a des scientifiques au sein de ces institutions, mais à un moment, ils sont, je dirais, en interne dans leur institution. Et ils n'ont pas la possibilité, peut-être comme nous, scientifiques institutionnels, d'avoir la même possibilité de rencontre, d'interface avec d'autres scientifiques. Moi, j'ai eu la chance de le faire quasiment à travers l'étude sur les zones humides européennes, de voir des scientifiques dans bon nombre de domaines, du juridique, de l'économique, etc., sur l'ensemble des pays européens. Donc effectivement, ça donne aussi une capacité à monter en hauteur pour voir un peu les problèmes de manière un peu plus globale. Alors que quand on est dans une institution, on a des contraintes financières, de gestion, etc., qui font que globalement, le scientifique va avoir tendance avec l'âge, je dis bien avec l'âge, à s'auto-centrer et à perdre un peu cette dynamique qu'il avait, alors qu'on peut supposer nous conserver dans des institutions de recherche à travers les colloques, etc., internationaux et autres. C'est une forme de réponse, ça c'est pas la réponse, mais c'est une impression que j'ai. C'est parce qu'effectivement, il faut éviter quand on est dans les systèmes, le Grécia dans lequel tu es, bien vous êtes confronté à de la production, à des rythmes, à obtenir des moyens, etc. Donc vous êtes une partie de votre possibilité intellectuelle est quand même consommée, je dirais, par du périphérique. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous parlez de disponibilité, c'est aussi parfois nous on aurait des questions justement vis-à-vis du monde universitaire, des besoins, des demandes, et la disponibilité n'est pas non plus toujours simple à trouver. Je voulais dire aussi que par exemple en ce moment on essaye de monter un projet d'observatoire des invertébrés continentaux avec Bretagne Vivante et Vivre Mort Nature, et dans ce projet on a aussi intégré une 4e structure qui serait une unité de l'université de Rennes 1. Tout simplement parce que cette liaison pour nous, pour la création d'un observatoire, la liaison avec le monde aussi scientifique nous paraissait
indispensable, incontournable, pour plein de raisons, pour des raisons de contact, effectivement, de démarche un peu globale, mais aussi pour travailler sur des indicateurs, éventuellement, donc des gens qui s'y connaissent en statistique, en biostatistique. Donc cette connexion avec le monde universitaire nous paraissait, faire partie des piliers de la création de cet observatoire. Voilà. Mais c'est pas gagné encore. Hein.